Amis riders, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du format Boost en VTT. Alors, avant de commencer, j'aimerais éclaircir un point concernant ma tenue vestimentaire du jour, à savoir une tenue de VTT. Donc, c'est tout simplement parce que j'ai pas envie d'exposer mon visage réel à la caméra. Voilà, aux yeux de tous, je préfère rester cool dans mon coin. Je veux pas devenir Norman fait des vidéos ou Thibaut InShape ou je ne sais quel autre youtubeur. Voilà, je suis juste là pour parler d'une passion, le VTT, et puis finalement un déguisement de VTT pour parler du VTT, bah pourquoi pas. Voilà, allez on enchaîne. Donc aujourd'hui on va parler du format Boost. Pourquoi j'ai décidé de parler du format Boost? Eh bien parce que je trouve que c'était intéressant d'éclaircir certains points, parce que j'entends beaucoup de choses sur ce format, beaucoup de gens qui croient que le format Boost c'est pour mettre des gros pneus, que ça a été conçu pour ça, etc. etc. Donc je suis ici pour tordre un petit peu le cou à toutes ces idées reçues. Voilà. Donc avant d'attaquer le côté technique du format Boost, on va aussi un petit peu aborder le côté historique. Donc le premier point de cette vidéo, le côté historique, d'où ça vient. Donc le format Boost, c'est quelque chose qui est apparu, on va dire, qui a commencé à être travaillé en 2013-2014 par le groupe SRAM, donc le groupe américain SRAM. Donc c'est un équipementier pour le vélo. Et ils ont travaillé sur ce sujet à la demande du vélociste Trek, donc le fabricant de vélo Trek, qui avait un petit souci sur son vélo d'enduro, le Remedy 29 pouces. Il ne trouvait aucune roue suffisamment rigide et qualitative et légère pour supporter les contraintes d'un vélo à grand débattement en 29 pouces. Voilà. Donc ils ont appelé SRAM et ils leur ont demandé de bosser sur la question. Donc jusqu'à présent, comment ça se passait quand on voulait qu'une roue soit plus rigide? On avait 4 solutions possibles. La première solution qui saute aux yeux, c'est les rayons. Oui, ceci est une roue. Je dessine comme un gamin de 5 ans, mais c'est une roue. Donc on augmente le nombre de rayons, mathématiquement il y a plus de résistance, la roue est plus rigide. Deuxième solution, chaque rayon, si on augmente sa section, la roue sera plus rigide. Plus les rayons sont gros, plus la roue est rigide. Troisième solution, la hauteur de la jante. Donc ceci est une jante, donc l'extérieur d'une roue. Plus l'épaisseur de la jante est grande, plus la roue est rigide. Quatrième solution, on augmente la hauteur de la flasque des moyeux. Donc je rappelle qu'un moyeu, en gros, c'est une vue de profil d'un moyeu, c'est ça. La flasque, c'est le côté du moyeu. C'est la partie sur laquelle les rayons vont venir se fixer et partir en direction de la jante. Donc forcément, plus cette hauteur de flasque est grande, moins les rayons seront grands pour arriver jusqu'à la jante. Et donc un rayon moins long, c'est un rayon plus rigide, donc une roue plus rigide. Voilà, donc on avait ces 4 façons de rigidifier une jante jusqu'à présent. Et ces 4 moyens de rigidifier une jante, ils ont un point commun tous, c'est que ça alourdit de façon relativement importante le vélo. L'autre petit inconvénient, c'est que souvent ça augmente aussi considérablement le prix du vélo. Parce que pour redessiner une jante, c'est très cher. Pour mettre des rayons en plus ou augmenter leur section, c'est cher. Et ne parlons pas de la flasque des moyeux. Donc SRAM, ils sont arrivés ici, ils ont réfléchi, ils ont pris un petit carnet de croquis et ils se sont dit comment on peut faire. Eh bien c'est très simple en fait, il suffit tout simplement d'élargir le moyeu. Donc là on a un moyeu vu de face, comme ici, et donc chez SRAM, ils ont décidé d'augmenter la largeur du moyeu. Quelle est l'incidence de ce choix en fait? Ben, c'est très simple, comme c'est très élargi, ça va modifier l'angle des rayons sur la jante. Et quand les rayons sont plus écartés, puisque le moyeu est plus écarté, forcément la jante a une meilleure rigidité latérale. Donc on va prendre un petit exemple des petits bonhommes que j'ai fait ici, j'espère que vous les voyez bien. Donc on a sur votre gauche un bonhomme avec les jambes pas trop écartées. Si je mets une pichenette, il va tomber facilement. Sur votre droite, le bonhomme a les jambes plus écartées. Si je lui mets une pichenette, il aura plus de difficultés à tomber. C'est comme si moi, voilà, je me tiens droit devant vous, les pieds joints. S'il y a quelqu'un qui me rentre dedans, je vais dégager dans le mur. Voilà, si j'ai les jambes bien campées comme ceci, quelqu'un peut essayer de me bouger, il va peut-être y arriver, mais il mettra beaucoup plus de temps à y arriver. Donc c'est exactement le principe. Au niveau de mes jantes, de mes pieds, c'est le moyeu qui va être plus large. Et donc comme il est plus large, mon corps qui forme les rayons sera plus rigide, et donc la jante au niveau de mon casque
bougera beaucoup moins en latéral que si je suis comme ça, et que là pour le coup, on me fait balancer facilement. Voilà, techniquement c'est ça le format boost. Donc en gros, si on veut parler chiffres, ça va être un élargissement du moyeu de 6 mm à l'arrière, comme à l'avant. Alors ça peut peut-être varier selon des marques, depuis je pense que ça a dû évoluer un petit peu, mais à l'origine c'était ça. Donc on partait sur une largeur du moyeu arrière sur 148 mm à l'arrière au lieu de 142, et on était sur du 110 à l'avant. Donc l'avantage énorme de cette solution par rapport aux 4 autres solutions citées plus précédemment, c'est qu'il n'y a pratiquement rien à faire, juste élargir un moyeu. Donc ça coûte pas d'argent et ça va, comment dire, ça va être techniquement très facile à faire, très rapidement faisable. Voilà. Et en plus ça pèse très peu, puisque élargir un moyeu, selon SRAM, on va augmenter de 6 à 8 grammes le poids du moyeu. Donc honnêtement c'est risible par rapport aux autres solutions précédemment citées. Voilà. Donc sur le plan des chiffres, on va rester sur les chiffres, là aussi pareil, on va partir sur une augmentation de 15 à 17% de la rigidité latérale avec le format boost. Donc 6 à 8 grammes de plus pour 17% de plus de rigidité, donc c'est extrêmement intéressant comme solution. Voilà, et puis c'est peu coûteux comme je l'ai dit juste avant. Voilà, donc ça c'est un petit peu les avantages en chiffres. Le petit inconvénient, c'est que ça va modifier de façon relativement importante la géométrie du vélo. On peut se dire que 6 mm de plus, c'est pas grand chose en largeur, sauf que 6 mm de plus, eh bien, ça fait que le pédalier, si on ne le change pas de place, eh bien, il va être un petit peu trop centré par rapport aux bases qui vont être beaucoup plus larges. Donc la ligne de chaîne va être faussée, c'est pas bon du tout. Donc c'est là qu'on va toucher le Q-Factor. Donc le Q-Factor, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors ceci est un pédalier, je vous rassure, c'est le même niveau pour la roue. Donc on a les deux pédales, les manivelles, et ici le plateau, voilà, le pédalier. Donc, le Q-Factor, c'est l'écartement, tout simplement, la largeur du pédalier, l'écartement. Donc quand on élargit le moyeu de 6 mm, ça veut dire que on va écarter la cassette de 3 mm, puisqu'en fait à gauche on augmente de 3 mm, à droite on augmente de 3 mm. Donc la cassette va être écartée de 3 mm par rapport au moyeu. Donc il faut décaler d'autant le pédalier pour que la ligne de chaîne soit parfaitement alignée avec la cassette, comme sur un vélo qui n'a pas été mis au format boost. Donc première chose à faire. Deuxième chose, ça va élargir également les bases du vélo. Donc c'est très flagrant à l'arrière, c'est peut-être un peu moins compliqué à l'avant, mais à l'arrière ça peut poser des problèmes parce que dans cette zone-là, on va intégrer les bras oscillants, le passage de roue, tout ça. Enfin, 3 mm, ça paraît rien, mais finalement, ça peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte par les constructeurs. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à des bases plus larges, mais par contre plus courtes. Ça va réduire la longueur des bases. Et également, ça va augmenter le passage de roue. D'où la fameuse confusion que tout le monde connaît qui dit que le boost c'est en fait pour faire venir des roues plus grosses. Donc c'est comme ça qu'on a du 27.5+, qu'on a du 29+, etc. Voilà. Mais en fait c'est pas du tout ça. Le boost à la base c'était un procédé inventé par SRAM pour rigidifier les roues à moindre coût et avec une incidence sur le poids moindre. Voilà. Donc on considère que sur la roue avant c'est plus flagrant que sur la roue arrière. Donc sur la roue avant, une roue en 29 pouces format boost, elle va être aussi rigide qu'une roue de 26 pouces au format normal. Et sur la roue arrière, une roue qui passe au format boost en 29 pouces, elle va être aussi rigide qu'une roue en 27.5+ au format normal. Voilà. Donc c'est relativement important. Mais néanmoins, il faut savoir que ça a modifié considérablement les géométries, etc. Mais là où c'est intéressant finalement, c'est que ça a permis sans que ce soit voulu à la base, de créer des nouvelles possibilités au niveau des pneus, au niveau des roues, etc. Et là où Trek, qui a été quand même l'instigateur, parce que c'est eux qui ont fait appel à SRAM, là où Trek a été intelligent, c'est qu'ils n'ont pas posé de brevet. Donc tout le monde a pu passer au format boost, et aujourd'hui le format boost il est connu, toutes les marques ont du format boost de partout. Voilà. Donc c'est quelque chose qui fait un peu de mal au fat bike, parce que finalement c'est un excellent compromis entre une roue standard 27.5+, et le fat bike qui va être quand même très lourd avec une grosse inertie.
Donc c'est une très bonne combinaison des deux et ça plaira au plus grand nombre, ça plaît au plus grand nombre. Voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour sur le format boost. Comme vous le voyez, j'ai pas progressé en montage vidéo puisque je ne monte pas mes vidéos. Je ne m'y suis jamais intéressé et si quelqu'un a des cours à me donner, je suis preneur. Donc c'est fait en une seule prise, c'est fait sans notes, c'est fait avec juste ma petite tête. Et donc je fais ce que je peux avec les moyens du bord. J'espère tout de même qu'elle vous aura beaucoup plu, que certains auront appris des choses. N'hésitez pas également dans la description de la vidéo à marquer les points que j'aurais pu oublier parce que comme je viens de vous le dire, je n'ai pas de notes. Voilà, je fais tout de tête. Ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. C'est pas pour ça que je le fais, mais ça me permet peut-être de mesurer un peu à quel point j'ai été percutant ou non. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me donner des points d'amélioration. Voilà. On est tous là pour progresser. Je suis pas Einstein. J'essaie juste de partager un petit peu mes petites connaissances dans le monde du vélo. Et voilà. Donc voilà, et puis j'espère que si cette vidéo vous a plu, ça peut-être me donnera un petit peu de raison d'en faire d'autres derrière. Voilà, ça fait que ma deuxième vidéo que je fais et je crois que je commence à y prendre goût. Donc n'hésitez pas à me donner des sujets possibles pour d'autres vidéos si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres. Voilà, voilà. Bah écoutez, amis riders, je vous dis bon ride à tous et puis peut-être à une prochaine vidéo. Ciao!